Super. Bonsoir tout le monde. On est en petit comité, ça va être sympa, comme ça on va pouvoir échanger. Et s'il y a des questions, il faut vraiment pas hésiter à m'arrêter. Donc moi je me présente, je m'appelle Paul Alexis. Je suis le fondateur et le président de cette famille, qui est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui s'attache à développer des solutions d'hébergement pour les personnes âgées qui sont en perte d'autonomie du fait de l'âge ou du fait d'une maladie neurodégénérative. Donc les personnes qui sont plutôt atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentées, puis également donc des personnes qui sont des seniors et qui ne souhaitent ou ne peuvent plus vivre seuls, mais souhaitent conserver un environnement familial et chaleureux, on va dire naturel, qui est celui de la maison et pas forcément celui d'un établissement. Donc moi je vais vous parler un peu des différentes solutions qui existent, que l'on connaît chez cette famille. Et puis ensuite, ça va durer 5-10 minutes grand maximum. Et ensuite, je compte sur vous pour me poser des questions et qu'on rentre dans le vif du sujet en fonction des questions que vous pouvez vous poser. Voilà, je suis là pour y répondre. Donc, chez cette famille, on a plusieurs solutions, mais je vais élargir un peu mon propos. Aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, qui est un phénomène très conséquent, qui est un phénomène démographique, donc qui est un phénomène certain. En économie, il y a beaucoup de choses qu'on arrive à expliquer après l'événement. Et de manière générale en finance ou dans beaucoup de champs de la société. Mais la démographie, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait anticiper. Donc on sait quasi exactement ce qui va se passer dans 20, 30, 40, 50, 70 ans. Et on sait qu'il va y avoir une vague énorme démographique qui est liée tout simplement au baby-boom, qui a eu lieu juste après la guerre, et donc ce qu'on appelle le papy-boom. Donc comme on a une entrée en dépendance qui est autour de 80 ans, on est aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire qu'on est l'équivalent de 1943. 1943, vous imaginez bien qu'il n'y a pas énormément de naissances. Par contre, dès 1946, dès 1947, il y a beaucoup plus de naissances. Et donc, la vague aujourd'hui, elle est plutôt devant nous. On n'est pas en train de surfer dessus, elle est devant nous. Donc on est plutôt même, j'ai envie de dire, dans le creux de la vague, parce qu'il y a eu très peu de naissances, évidemment, durant la guerre. Pour y répondre, il va falloir changer profondément notre manière de penser la société. Et ça passe, évidemment, par le logement et l'accompagnement des seniors au quotidien. Chez cette famille, on a essayé de mixer le tout pour avoir des logements qui soient adaptés, mais pas stigmatisants, et en même temps pouvoir s'occuper de l'ensemble de la vie, du quotidien de ces personnes âgées. Et donc c'est les actes essentiels du lever, du coucher, de la prise de repas. Donc on a essayé dans un produit, qui est un produit qu'on aime beaucoup et qu'on peaufine au quotidien, de résumer et d'apporter une solution à l'ensemble des besoins, aussi bien en termes de logement qu'en termes de solutions d'accompagnement pour ces personnes-là. Donc la partie aide à domicile. Une personne, c'est très difficile parce que toutes les personnes ont des situations bien singulières et indépendantes, donc je déteste mettre les gens dans les cases, mais on va essayer de faire des grandes typologies. Déjà, il faut se rassurer, il y a très peu de personnes qui vont vivre leur dépendance et aller jusqu'à l'EHPAD pour y terminer la fin de leur vie. La plupart des personnes souhaitent, plus de 92% selon la dernière étude, vivre à domicile jusqu'au bout. Alors quelle est la notion de domicile? Qu'est-ce qu'on appelle domicile? Et là, il y a plusieurs types de solutions pour ces personnes qui ne peuvent ou ne souhaitent plus vivre chez elles. Chez cette famille, on en connaît deux très bien. D'abord, c'est l'accueil familial. L'accueil familial, c'est la capacité pour une personne âgée ou en perte d'autonomie d'aller vivre au sein d'une famille qui est formée, sélectionnée, agréée par son département pour accueillir chez elle jusqu'à 3 personnes en perte d'autonomie. Il y a à peu près 15 000 places aujourd'hui en France et cette famille en recense 10 000. On travaille aujourd'hui avec des acteurs de l'Agir Carco, Clésia, Malakoff, AG2R et on apporte des solutions à ces bénéficiaires pour les orienter vers la solution la plus adaptée quand il s'agit d'accueil familial, créer les binômes les plus faciles, les plus évidents en fonction des besoins de chacun. Il y a une deuxième solution qui est la résidence service senior, qui s'adresse à une population qui a un peu plus de revenus, puisqu'il n'y a pas d'aide départementale pour accéder à la résidence service senior. Il peut avoir de l'APL quand ça devient le logement principal de la personne. Et puis il y a ensuite l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui permet de financer l'aide à domicile qui intervient au sein de la résidence service. Donc là, on est sur une population résidence service plutôt perte d'autonomie, mais relativement autonome encore, qui souhaite créer du lien social, être au centre-ville et continuer à vivre en allant faire ses petites courses, aller voir les marchands, etc. Les commerçants du coin. Ensuite, donc, il y a une autre troisième solution, c'est la colocation senior,
Et la colocation senior, ça recouvre des réalités qui sont différentes selon les opérateurs qui organisent ces colocations seniors. Il y a des colocations seniors qui tirent leurs sources directement du besoin des personnes dans les territoires, qui se réunissent entre elles et qui se disent ensemble, on va monter une colocation senior. Donc c'est des personnes qui sont relativement autonomes, qui ont 60-70 ans et qui se projettent, et qui montent un projet qui va prendre plusieurs années d'acquisition du foncier, de mise en place des travaux, et ensuite apprendre à vivre ensemble. Et puis il y a d'autres solutions de colocation senior qui sont anticipées par des acteurs, comme cette famille, en se disant on sait que c'est un besoin, on sait que c'est une solution qui est recherchée, mais on n'a pas forcément autour de soi les 6-7 personnes qui vont nous aider et qui vont accepter de vivre avec nous. Donc on a besoin de quelqu'un pour réaliser, on va dire, l'ingénierie du projet. Et chez cette famille, on crée cette ingénierie du projet, et ensuite les personnes qui ont envie de vivre en colocation font le choix de venir chez nous. Donc ça, c'est pour la colocation senior. On a une spécificité, c'est qu'on accompagne des personnes qui sont en perte d'autonomie et en perte d'autonomie liée à une dépendance du fait d'une maladie neurodégénérative. Donc c'est pareil, c'est pas vraiment le même type de population. Donc déjà, ça scinde la réalité de la colocation senior en plusieurs catégories. Et puis ensuite, vous avez évidemment le foyer logement, foyer autonomie. Donc ça, ce sont des personnes qui, un peu comme la résidence-service, mais sont un petit peu plus dépendants, qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Et puis après, il y a l'EHPAD, que tout le monde connaît, qui aujourd'hui pâtit d'une image qui est assez mauvaise. Donc vraiment, on sent que les personnes cherchent des solutions. Et d'ailleurs, pour vous donner un peu un indice pour comprendre le ressenti des gens, des personnes qui cherchent des solutions, il y a 5-6 ans, quand on a lancé cette famille, il y avait 3 critères. Les personnes nous appelaient en nous disant 1, je cherche quelque chose de proche de chez moi, une solution proche de chez moi parce que je veux rester dans mon bassin de vie. 2, s'il vous plaît, pas trop cher. Et 3, dans l'idéal, pas l'EHPAD. Là, on a regardé les statistiques avant le salon. C'est 1, pas l'EHPAD. Donc il y a vraiment une peur et une crainte de l'EHPAD. 2, proche de chez moi. Et 3, pas trop cher. Donc en fait, finalement, on a tous été un peu sensibilisés. Le coût est moins prévalent aujourd'hui qu'il ne l'a été pendant quelques temps. Et je pense que c'est aussi lié à une sensibilisation des aidants sur ces solutions, qui se disent en fait il faut aussi que je m'y intéresse et qu'est-ce qu'il existe comme d'autres types de solutions, et finalement s'il faut mettre un petit peu plus, les enfants peuvent se mettre ensemble et apporter le complément pour que cette personne se sente bien et se sente vraiment chez elle dans une solution qu'elle a choisie. La colocation senior, en termes de financement, c'est un financement qui est individuel, donc c'est la personne qui va payer à la fois la prestation liée au loyer et aux charges, et qui va payer la partie service d'aide à domicile. Donc c'est vraiment elle qui va payer ces deux parties. Elle n'a pas droit à l'aide sociale à l'hébergement, comme en accueil familial ou en EHPAD, où si le revenu n'est pas suffisant, c'est la solidarité départementale qui va prendre la suite, qui va prendre le relais à travers l'aide sociale à l'hébergement. Donc on a l'accueil familial, on a la colocation senior, on a la résidence-service, le foyer autonomie et l'EHPAD. Et tout ça crée un continuum de solutions. Alors il en existe encore plein d'autres. Il y a le béguinage, il y a le relayage, il y a le baluchonnage. Donc ça, c'est des petites initiatives souvent sectorisées géographiquement qui sont très intéressantes, qui ne sont pas encore à une étape industrielle, mais c'est certain qu'avec le besoin, ça va venir. Et donc ce continuum, il est intéressant parce que beaucoup parlent de parcours résidentiel senior. Alors moi, je trouve que c'est un bon concept, mais je prends toujours ma grand-mère comme exemple. Ma grand-mère, elle a 94 ans, elle habite chez elle, et elle me dit « tu me feras jamais partir de chez moi ». C'est ma niche, c'est ce que je vais léguer à mes enfants, et c'est là où j'ai toujours vécu, où j'ai tous mes souvenirs. Et donc chez cette famille, on a cette sensation on croit profondément que les personnes ne partent pas de chez elles par envie. C'est assez rare les gens qui se disent j'ai envie de partir de chez moi pour vivre une nouvelle aventure. On s'est rendu compte que dans l'ensemble des solutions auxquelles on essaie de répondre, les parcours de vie, c'est j'ai plus le choix, je dois partir de chez moi, qu'est-ce qui existe comme solution ? Et en fait, ce point de rupture, ce fiat qui arrive à un instant dans la vie, eh bien, c'est celui qui va déterminer la solution vers laquelle on va aller, souvent. Donc soit il y a une grande perte d'autonomie d'un coup, là on n'a pas le choix, ça va souvent être de la médicalisation, donc de l'EHPAD, soit on a le décès d'un proche, parce que j'ai été aidante de mon époux, et mon époux aujourd'hui est disparu, je me sens seul chez moi et c'est compliqué d'assurer le quotidien. Et donc dans ces cas-là, on arrive à un niveau de dépendance qui est un petit peu en amont que celui de la rupture liée à un drame ou une difficulté physique.
Et puis, plus on recule, plus on va pouvoir trouver de solutions qui sont différentes de l'EHPAD. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a une sensibilisation aussi à avoir pour nous et pour nos proches, de pouvoir trouver des solutions assez tôt pour que les personnes n'arrivent pas à un point de rupture trop tard, pour ne plus avoir le choix de la solution dans laquelle ils peuvent être accompagnés. Et plus on réfléchit tôt à ce qu'on souhaite, à notre souhait, plus on va réussir à rentrer dans une solution où on va y rester longtemps et on va pouvoir adapter notre environnement pour y vivre le plus longtemps possible. Voilà, je ne vais pas y passer plus de temps. Je vous ai un peu dressé le parcours des solutions et surtout maintenant je suis à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Super. Après, alors peut-être... Ouais. Alors, le béguinage, tout à fait. Alors, le béguinage, c'est une solution qu'on connaît un peu dans notre imaginaire, puisque ça vient pas mal. Il y a beaucoup eu de béguinage dans le Nord, et c'était à la base religieux, donc des sœurs qui se regroupaient, qui étaient individuellement dans leur logement, mais qui partageaient une vie commune. Et ça se développe aujourd'hui assez bien. Donc là, on est sur du logement individuel. Chaque logement est un logement individuel. C'est vrai que dans les solutions, les distinctions qu'on peut opérer sont aussi des distinctions sur la destination du bien. Une colocation senior, c'est un logement. Et vous avez 8 personnes qui vont partager la cuisine, le salon, mais c'est un logement. Le béguinage, ça va être autant de logements que de maisons autour de ce béguinage, ou inclus dans ce béguinage. Donc si vous avez 12 petites maisons, ça va être considéré comme 12 petits logements. On est sur des logements individuels. Donc c'est un petit peu différent. Et en termes d'autonomie, on va aller, je dirais que moi je placerai le béguinage par expérience, mais ça pourra souffrir du débat. Je le placerai plutôt entre le chez-soi et la résidence-service ou la colocation senior, puisqu'on est encore seul chez soi, donc on ne vient pas forcément chercher du lien social. Par contre, on vient chercher une sécurité qui est apportée par les habitants qui habitent autour et par la mutualisation de services, puisque vous imaginez bien qu'une infirmière ou un service d'aide à domicile qui intervient au sein d'un béguinage, c'est plus simple pour elle s'il y a 8 ou 10 personnes que si c'est une personne isolée là, une personne isolée là. Donc ça apporte aussi pour les professionnels une vraie solution. Donc le béguinage est aussi une vraie solution, qui aujourd'hui est encore très... il y a peu de béguinage organisé, c'est une solution qui émerge et c'est dommage parce que c'est une très bonne solution. Mais voilà, c'est plutôt dans le nord et dans l'ouest qu'on va réussir à trouver ce genre de béguinage. Oui, au début, c'était plutôt la Belgique et puis la Hollande qui étaient l'origine de ces béguinages. Et en France, au départ, ça a été pris d'une façon un peu religieuse, quoi. Tout à fait. Oui. Donc, et maintenant, ça s'étend plus. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. Et par exemple, c'est intéressant parce que vous parliez des Pays-Bas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Pays-Bas ont supprimé la notion même d'EHPAD. Aux Pays-Bas, il n'y a plus d'EHPAD depuis 10 ans. Alors ça peut paraître très surprenant parce qu'on se dit mais comment ils font Et en fait, ils développent des solutions type colocation, type béguinage. En fait, ils développent toutes les alternatives. Mais depuis 10 ans, il n'y a plus d'ouverture d'EHPAD aux Pays-Bas. Donc en fait, c'est vraiment une vision de la société qu'on veut porter. Est-ce qu'on continue dans cette idée qu'il faut avoir 120, 130, 140 personnes au même endroit pour créer des synergies et traiter des maladies difficiles avec des plateaux techniques? Ou est-ce qu'on peut le faire disséminer sur le territoire? Et c'est un vrai choix de société. On n'en parle pas assez, mais c'est un vrai choix de société. Bonjour, je m'appelle Tatiana, je travaille pour une association qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre. En gros, on est un réseau et dans notre réseau, on a pas mal de gens qui travaillent aussi auprès des seniors. Et je me posais la question de la formation des aides à domicile dans les maisons de cette famille, enfin dans les colocations de cette famille, notamment sur la question du rapport aux soins et du fait de considérer la personne qui est en face non pas comme un objet de soin, mais comme une personne jusqu'au bout, et donc sur la question du rester debout et heureux, en fait, moteur au maximum dans sa vie. Merci beaucoup pour la question et amitié à l'association Bleu Blanc Zèbre qu'on connaît bien. C'est un vrai sujet qui est posé, c'est le sujet de l'inclusion. Moi je ne crois pas que l'inclusion c'est juste la maison au sein d'un environnement, c'est les personnes âgées dans cette maison avec l'ensemble des parties prenantes. Au premier rang desquelles on va retrouver l'équipe d'auxiliaires de vie. C'est pour ça que lorsqu'on fait des réunions de colocation,
on réunit à la fois les colocataires pour savoir si tout va bien, mais on réunit aussi l'ensemble des équipes qui gravitent autour de ces personnes-là, en leur disant est-ce que tout va bien, est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Et ce niveau d'inclusion fait que les auxiliaires de vie qui participent à la vie de la maison, qui en fait vont quand même passer une grande partie de leur vie à travailler, et donc une grande partie de leur vie au sein de cette maison, il faut qu'elles soient heureuses. Parce que des auxiliaires heureuses, c'est un service de qualité derrière. Et donc pour ça, on les inclut dans les prises de décision, dans les grandes décisions collectives. Et on essaye vraiment de partager la décision. C'est-à-dire que nous, cette famille, le seul rôle qu'on s'est donné, c'est de faire en sorte de respecter au maximum le choix des personnes qui sont dans la colocation, aussi bien les colocataires âgés que les auxiliaires de vie qui y travaillent. Donc sur l'organisation du travail, par exemple, si y a des personnes qui veulent travailler 6 heures, 8 heures, il y en a même qui nous demandent de travailler 12 heures d'affilée et 3 jours. Donc il y a une journée, ensuite il y a un repos, ensuite il y a 2 jours, parce qu'elles ont des enfants, parce qu'elles ont une vie de famille, parce que... Et ben nous on se dit mais super, donc on va se mettre autour de cette personne-là pour organiser finalement les agendas et les plannings. Et en fait le fait de les inclure dans cette réflexion globale sur l'habitat et sur le lieu de vie, eh bien elles se rendent compte qu'elles n'arrivent pas dans une maison comme dans un établissement. Donc elles vont travailler à un endroit et en fait leur boss c'est le directeur de l'établissement. Là leur boss c'est la personne âgée directement. Et c'est très important que contractuellement aussi, il y a autant de contrats dans une colocation cette famille, il y a autant de contrats avec les personnes âgées et avec les auxiliaires de vie qu'il y a d'habitants. Je ne sais pas si je suis clair, mais si par exemple vous avez 8 personnes âgées dans la maison, vous allez avoir un certain nombre d'intervenants et vous allez avoir 8 contrats à chaque fois. Parce que chaque personne est l'employeur de cet auxiliaire de vie. Et ça c'est important parce que c'est vraiment du domicile. C'est pas, et donc s'il y a un problème, nous on intervient pour faire en sorte de trouver et de résoudre ce problème, cette problématique. Mais la personne ne va pas se plaindre, la personne âgée ou son aidant ne va pas se plaindre à une structure ou à un directeur. Elle va directement aller voir l'auxiliaire de vie. Et s'il y a un problème, nous on intervient. Et dans ces cas-là, on a la capacité aussi de faire changer cet auxiliaire de vie, puisqu'on travaille avec des services d'aide à domicile locaux, en disant madame Intel qui intervient, ça fait 2 mois qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à résoudre. Dans ces cas-là, il y a le changement de l'auxiliaire. Et il faut que ce soit une décision qui soit prise collectivement et collégialement lors d'un conseil de colloque. Voilà. Donc c'est vraiment, mais ça va aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que s'il y a une personne pour qui la présence au sein de la colocation devient dangereux pour elle ou pour les autres, l'équipe d'auxiliaires va nous dire là on a une difficulté avec cette prise en charge, elle serait mieux adaptée en EHPAD. Et évidemment, si elle met en danger la colocation elle-même ou les autres, dans ces cas-là, cette personne, on va l'accompagner vers une solution qui sera plus importante pour elle, mais mieux adaptée pour elle. Voilà. Et vous avez combien de maisons aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a 66 maisons ouvertes ou en cours d'ouverture, un peu partout en France, avec quand même une représentation plus importante sur la façade ouest, le nord et la façade ouest. Mais on a envie de se développer un petit peu partout. Il y a 1600 bassins de vie en France. Il n'y a aucune raison que chaque bassin de vie n'ait pas sa maison de cette famille. Donc on s'arrêtera quand on aura fait 1600 maisons. Merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu justement combien il y a de logements, parce qu'il y a différents modèles de colocation. Certains disent des modules de 4 parce qu'au-delà ça ne fonctionne pas, il en faut 8, 16, enfin derrière il y a quand même une obligation de fonctionnement. Et puis vous évoquez des services de soins à domicile, d'aide à domicile du conseil départemental, je suppose. Tout à fait. Vous n'avez pas de personnel fixe attaché à une colocation ? Parce que souvent, il y a un turnover important dans les services d'aide à domicile, ce qui est un des problèmes des personnes prises individuellement. Et s'il y en a 3 qui veulent dénoncer sur 8, vous gérez comment ? Ça doit être un peu compliqué, non ? Alors, donc là, il y a 2 questions. Il y a la question du modèle économique, que moi, je lis toujours au modèle d'organisation, donc de qualité. Et puis, il y a la gestion des services d'aide à domicile. Sur la première question, nous, on est très transparent. Chez cette famille, on ne fait pas de marge sur la différence entre le chiffre d'affaires et les coûts. En fait, une maison de cette famille, c'est un ensemble de coûts qu'on divise par 8 colocataires. Donc le chiffre, c'est 8. Et ensuite, on ajoute, nous, 200 € par mois qui correspondent à notre prestation. Donc, quelle que soit la consommation des personnes, au moins c'est fixe, c'est clair, c'est net. Il n'y a pas une notion de je donne moins de croûtons ou je chauffe plus ou moins. Là, au moins, il y a toujours, nous on sait que c'est 200 € et ensuite les gens, ils ont une consommation et on la divise en 8. Donc ça, c'est le modèle économique. Et pourquoi 8 ?
On gagnerait plus d'argent s'il y avait 9, 10, 11, 12 personnes, parce que les charges sont déjà prises par les 8 personnes qui habitent dans la maison. Donc la 9e personne, ce serait un incrément direct. Mais en fait, on se refuse à le faire parce qu'on se rend compte que l'auxiliaire de vie qui est présente dans la maison, à 8, elle est dans son Pareto optimal. Elle est vraiment au top de ce qu'elle peut donner. Elle a suffisamment de temps pour tout le monde. Ça varie d'ailleurs en fonction des jours. Parfois lundi c'est Josette qui aura plus de trucs. Le lendemain c'est Michel qui a besoin d'un peu plus. Et après c'est André. Enfin ça va vraiment dépendre. Mais à 8 ça se gère très bien. Au-delà c'est compliqué. Donc nous on veut mettre du renfort. Mais dans ces cas-là si on met du renfort c'est un coût supplémentaire pour la personne qui est en colocation. Donc 8 c'est notre modèle de flottaison. Aussi bien pour la partie économique que pour la partie organisationnelle. Donc pour avoir la meilleure qualité. Sur la partie SAD, je peux vous en parler d'autant plus que j'ai une casquette de bénévole au sein de l'UNA, donc l'Union nationale de l'aide et du service à domicile. Je suis président de la fédération UNA en Normandie, on a à peu près 5000 salariés. Et je vois bien les difficultés de recrutement. Cet été, on cherchait quasiment 700 personnes pour remplacer les auxiliaires qui partaient en vacances. On en a trouvé 0. Donc, énorme problème d'attractivité du métier. Je vous apprends rien. Chez cette famille, quand on ouvre une maison, on dépose des offres d'emploi, on a en moyenne 70 candidatures par offre d'emploi. Et en fait, l'attractivité du métier, elle ne passe pas que par le salaire. On s'en est rendu compte, elle passe aussi par l'organisation du métier. Chez cette famille, l'auxiliaire de vie, elle va déposer son bagage, elle vient en vélo ou en voiture, elle dépose son bagage et elle est là pour 8 heures en moyenne. Elle est là pour 8 heures. Donc elle a pu à faire les allers-retours, elle a pu des creux dans la journée où elle va prendre son sandwich ou l'abribus. Il y a vraiment une notion de continuité. Donc elle prend son temps. Le matin, elle prend le café avec les personnes âgées. C'est pas dans sa feuille de route, mais il faut qu'elle le fasse. Et on est même très content quand elle le fait. Pareil pour le goûter. Ensuite, il y a préparation du repas. Donc il y a souvent 3 auxiliaires qui vont tourner au sein de la maison. 2 la journée, 1 la nuit, à peu près. Mais ça leur permet d'avoir des vrais 35 heures. Donc elles n'ont pas des 22, des 23, des 24 heures. Elles ont des vrais 35 heures. Et donc comme elles ont des vraies 35 heures, elles ont un vrai salaire. Et en aide à domicile, faut quand même savoir qu'il y a moins de 70% des auxiliaires qui ont un temps plein. Ils touchent moins qu'un temps plein. Et pas parce que le taux horaire est pas bon, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'heures. Parce qu'en fait les heures c'est le matin et le soir, pour le lever et pour le coucher, pour la préparation des repas. Donc avec ce modèle, ça permet aussi de répondre à la question de comment on fait dans les déserts, les zones blanches où il n'y a plus de SAD. En Normandie, les zones que je connais bien, il y a des zones totalement blanches où le service à domicile, type UNA ou ADMR, ne prend plus de plan repas. Donc ne peut plus répondre à la demande des personnes âgées qui arrivent en disant j'ai besoin d'aide pour me lever ou pour me coucher. Grâce à des maisons cette famille, ça permet à ces personnes de revenir sur le bassin en disant j'ai pas une personne là, une à 20 km, une à 30 km et j'arrive pas à boucler à la fin de ma journée. Là au moins, on arrive à retrouver du service à domicile dans des zones un peu blanches. Voilà. Donc il y a l'attractivité qui est vraiment sur le modèle organisationnel. Petite question à gauche. Bonsoir. J'aurais voulu savoir quelle différence vous faites avec l'organisme AGVI. Très bonne question. C'est nos collègues d'à côté, on va pas parler trop fort. D'accord. Non, je plaisante. Non, mais c'est une très bonne question. Il y a plusieurs acteurs sur le secteur, mais il y en a vraiment que 2 qui sont organisés avec une ambition nationale. Il y a AGVI, il y a cette famille. Donc déjà, on s'entend très bien. Donc, maintenant que j'ai dit ça, je peux vous donner les différences. Donc il y a 3 différences fondamentales. Premièrement, chez cette famille, on fait de la rénovation. Beaucoup plus que de la construction. Donc en fait, on va aller dans les centres-villes, parce qu'il n'y a pas de terrain vierge dans les centres-villes où c'est très rare. Donc on va aller faire de la rénovation pour être à côté du café, à côté de la boulangerie, à côté de la pharmacie. Donc c'est la localisation dans les centres-villes. Et on fait de la rénovation, donc c'est des lieux qui ont une âme. Vraiment, on a des très beaux lieux, on essaie de trouver des lieux où les gens seront heureux d'aller. Donc ça, c'est la rénovation, 80% de notre parc, première différence. Deuxième différence, c'est qu'on a des services d'aide à domicile déjà présents sur le territoire, donc déjà agréés par les départements, type UNA ou ADMR, donc ils connaissent déjà le territoire depuis un certain temps. Ce sont des associations qui sont agréées depuis 20-30 ans. Donc ça permet aussi de redynamiser un peu cette association. Et nous, on croit beaucoup à l'utilité et au territoire. Donc il y a aussi des CCAS, des mairies qui viennent et qui nous disent moi j'ai un CCAS, je voudrais qu'on utilise mon CCAS. Je dis pas de problème, on va le proposer, mais c'est la personne âgée qui choisit derrière. Et en général, elle choisit souvent ce qui est proposé. Et puis le troisième point, c'est
Là, je rentre un peu dans le détail, allez, je me lance. C'est le détail de la facturation, notamment des heures de nuit, où nous, c'est une heure de nuit est considérée comme une heure pleine pour l'aide à domicile, et donc pas sur une intervention. Une intervention, vous êtes payé 6 ou 7 fois moins. Donc c'est aussi pour l'attractivité du métier. Moi, je pense que dans ce secteur, ce qui fait la différence, c'est la manière avec laquelle on va traiter les auxiliaires qui vont bosser auprès des personnes âgées. Parce que vous pouvez avoir une super offre de service. Si derrière vous traitez mal l'auxiliaire, votre truc ne marchera pas parce que vous ne recruterez personne. Et derrière, la qualité ne sera pas très bonne. Donc voilà, c'est 3 différences. Et puis il y a aussi il y a plein d'autres différences, mais on est un organisme de l'économie sociale et solidaire, donc avec une lucrativité qui est encadrée, donc avec une marge, un modèle économique qui est très transparent. Je vous en ai parlé. Et donc au moins les choses sont claires dès le début. Voilà. Encore une question? Non? Si? Oui, madame. Est-ce que vous travaillez avec des promoteurs? Alors nous, en fait, comme nous, on n'est pas une boîte de promotion, on a besoin de travailler avec des promoteurs, notamment dans le cadre du neuf, ou avec des tout corps d'État dans le cadre de rénovation. Et donc ça nous arrive de travailler avec des promoteurs, tout à fait. Donc ça, on s'intègre à des projets neufs. On peut être apporté par le bailleur social, qui va être celui qui va prendre à la fin, in fine, qui va prendre la promotion à sa charge. Et donc là, qui nous dit, moi, j'ai défendu mon projet auprès de la mairie et j'ai intégré un projet à cette famille parce que la mairie, elle avait envie d'un projet senior. Ça peut être le promoteur qui nous dit, moi, je dois répondre à un appel d'offres, mais si je vous mets, je sens que ça peut m'aider, donc ça peut être positif. Et alors derrière, nous, ce qu'on essaye au minimum de faire, c'est de détenir le foncier. Donc au maximum, on essaie de trouver des financeurs externes qui vont détenir le foncier. Nous, on n'a pas vocation à acheter le foncier. C'est aussi une autre différence avec l'acteur dont on a parlé tout à l'heure. On ne fait pas de marge promoteur. Nous, notre métier, c'est opérer ces maisons au quotidien, faire en sorte que ces personnes âgées puissent avoir du sourire à la fin de la journée, et même peut-être en se levant le matin, et pas de faire des gros programmes. On n'est pas des promoteurs. Nous, l'immobilier, c'est un moyen pour nous, c'est pas une fin. Voilà, donc on travaille avec des promoteurs. Tout à fait. Voilà, et pour le coup, chacun son métier. Exactement. Voilà. Ouais. Oui, non, mais une autre démarche qui est engagée aussi par un autre groupe, c'est les résidences de l'Agora. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le secteur de Lorient et surtout sur le Morbihan, avec un groupe aussi qui est constitué de Morbihan Habitat, du promoteur, du constructeur, Aiguillon. Aiguillon, bien sûr, bailleur social. Qui forment, et puis avec des mutuelles également. Ouais. Donc, eux, Agora, ils gèrent des maisons, des accueils de personnes âgées, des résidences de personnes âgées. Donc, et là, quelle différence encore Alors, si je dis pas de bêtises, j'en ai plutôt sur la résidence service senior. Avec Agora, je crois que c'est Thierry Herdwig qui est rentré chez Aiguillon récemment, et effectivement qui est un bailleur social. Et donc là, on est sur de la résidence service senior, c'est-à-dire un logement indépendant par personne âgée. Donc vous avez votre maison, votre kitchenette. Donc c'est un peu la différence dont je parlais tout à l'heure. Ça dépend de la destination du bien. Et là, il y a autant de logements qu'il existe de chambres, pour la faire courte. Alors que dans la colocation senior, il y a un logement et plusieurs chambres. Et donc c'est en fait c'est l'indépendance qui est beaucoup plus importante ici. Elle est un peu moins chez nous, parce qu'on ne va pas viser le même type de public. Les personnes qui vont arriver à l'Agora, ça va être des personnes qui sont un peu plus autonomes, qui vont chercher un lieu adapté, un environnement sécurisant, mais qui n'ont pas forcément besoin d'accompagnement de service pour le lever, le coucher, ou alors qui vont faire ça en plus quelques heures par jour. Alors que dans les colocations que nous on va développer, mais il en existe plein d'autres, mais chez nous c'est H24 7/7, vous avez quelqu'un, si vous avez quelque chose, quoi que ce soit, ou pour vous accompagner dans vos actes du quotidien. Donc on va aller viser une catégorie de population un peu plus dépendante. Voilà. On y est. On y est, super. Eh ben merci à tous.